Une femme âgée se réveille en pleine nuit, troublée par du vacarme dehors. Elle sort précipitamment du lit en chemise de nuit, lanterne à la main, pour vérifier les vaches dans son champ. De loin, dans l'obscurité, elle aperçoit l'une des vaches allongée sur le côté, morte. Un renard se tient debout au-dessus d'elle. Quelque chose ne va pas chez lui. L'animal, debout sur deux pattes, utilise ses mains pour déchirer le cadavre de la vache. Elle laisse tomber sa lanterne et pousse un cri. À la fin des années 1940, le monde reste marqué par la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les nations tentent désespérément de se reconstruire et que les citoyens pleurent les disparus, la Fondation SCP n'a pas le temps de faire son deuil. Les menaces anormales ne s'arrêtent pas simplement parce que le reste du monde essaie de recoller les morceaux. Pour les membres de la 5e escouade de la division de l'Est de la Fondation SCP, une tragédie mondiale doit passer au second plan face à une tragédie de moindre ampleur, localisée et potentiellement anormale, sous la forme de plusieurs décès inhabituels à Busan, en Corée. 3 agents sont envoyés sur place et reçoivent l'ordre d'enquêter, tout en se faisant passer pour des journalistes couvrant l'affaire. À leur arrivée, ils entendent parler d'un témoignage troublant qui a orienté les autorités locales vers la piste d'attaque d'animaux. Une femme âgée a aperçu une créature mi-renard, mi-humaine, dévorant une de ses vaches. Naturellement, les autorités l'ont écartée, mais quelque chose dans son histoire semble vrai pour l'un des agents. Il se souvient des histoires que lui racontait sa grand-mère, cette vieille peau sadique. Histoire de êtres renards aux griffes tranchantes et crocs ensanglantés. Les 2 autres agents partagent aussi des histoires culturelles, des contes sur des femmes renardes déguisées vivant parmi des humains. Certaines histoires étaient romantiques, évoquant des femmes renardes épousant des maris humains, ayant des enfants et fondant une famille. D'autres étaient horribles, trop horribles pour être répétées. Les 3 agents espèrent simplement ne pas être tombés sur le second type d'histoire. Mais quand une mission de la Fondation SCP a-t-elle jamais mené à une fin de conte de fées? Les 3 hommes commencent à fouiller la zone, à la recherche de toute preuve de la créature, un être renard qui aime chasser les vaches, et peut-être aussi les humains. Très vite, ils tombent sur une belle jeune femme assise paisiblement sous une cascade. Vêtue d'une simple robe légère, elle tente nerveusement de cacher ses pieds nus à la vue des hommes étranges. Mais elle ne s'y prend pas très bien. Les 3 agents peuvent clairement voir, à la place des pieds d'une femme humaine, qu'elle a des pattes couvertes d'une fourrure brun-roux, les pattes d'un renard. Ils comprennent qu'il s'agit sûrement d'une jeune créature inexpérimentée de son espèce, sinon ils ne l'auraient pas retrouvée aussi facilement. Si les hommes avaient été plus intelligents et moins aveuglés par le désir, la paresse et leur goût des réponses trop faciles, ils auraient sans doute posé plus de questions. Des questions comme « Pourquoi l'avons-nous trouvée si rapidement ? Pourquoi ne se cache-t-elle pas ? Comment a-t-elle pu s'approcher suffisamment pour tuer ces gens alors qu'elle est si mauvaise pour se dissimuler ?» Mais ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir, ils ne prennent pas le temps de se poser ces questions, et cette négligence scellera leur destin. Après avoir compris que les agents ne lui veulent apparemment aucun mal, la femme renard leur adresse un sourire chaleureux. Elle propose aux hommes de venir dans son cottage partager un repas chaud et rencontrer d'autres membres de son espèce. Au début, l'agent 3 hésite face à l'offre, mais les 2 autres acceptent avec enthousiasme. Influencés par le vote majoritaire et se rappelant qu'ils sont 3 hommes armés contre une femme frêle, même si elle est anormale, il cède et accepte lui aussi l'invitation. Ils suivent la charmante femme comme des mouches, se jetant dans la toile d'une araignée sans savoir ce qui les attend. À leur arrivée, ils découvrent un cottage modeste, rustique et chaleureux. Il possède un certain charme indéniable, le même charme que partage la femme qui les a menés là. Elle les installe à table, incarnant l'image même de l'hospitalité. Elle insiste pour les servir et il la laisse faire avec plaisir. Elle leur verse des tasses de vin de prune et sert des bols de riz, de navets marinés et de viande parfaitement assaisonnée. Après le dîner, le ventre plein et l'esprit embrumé par le vin, les agents décident de passer la nuit dans les lits de sa chambre d'amis. Pourquoi ne le ferait-il pas ? La créature ne semble pas leur vouloir de mal et elle n'a aucune raison de se sentir menacée ou d'essayer de les attaquer d'une quelconque manière. Après une bonne nuit de repos, ils étudieront les options de confinement le matin. Durant la nuit, l'agent 3 se réveille et constate la disparition de l'agent 1. Étrangement, il a dû se lever la nuit pour aller aux toilettes, ou plutôt utiliser un buisson dehors, car il n'y a pas de vraie salle de bain au chalet. Cette pensée rappelle à l'agent 3 qu'il doit aussi uriner et il sort discrètement la nuit pour se soulager. Avançant à tâtons dans l'obscurité, il entend soudain des gémissements étouffés, le claquement humide de la chair contre la chair. D'un seul coup, il comprend.
L'agent 1 doit être ici, et à en juger par le bruit, il n'est pas seul. Il ne le ferait sûrement pas, mais devant lui, il distingue les silhouettes de l'agent 1 et de la femme renard ensemble. C'est une violation des règles éthiques de la Fondation, il ne peut en être autrement. L'agent 3 ouvre la bouche pour dire quelque chose quand l'agent 1 s'effondre soudainement au sol devant la femme renard. Alors que ses yeux s'habituent à l'obscurité, l'agent 3 peut voir que la chemise de son ami tombé est tachée de sang et que sa gorge a été arrachée. Dans sa main griffue, la femme renard tient le foie de l'agent 1, fumant de chaleur corporelle dans l'air frais de la nuit. Elle soulève l'organe et l'examine, les yeux brillants d'avidité. Puis, elle ouvre la bouche, tire la langue et avale le foie d'une seule bouchée. La scène rappelle à l'agent 3 un serpent dévorant une souris, et son estomac se retourne alors que le dégoût, l'horreur et le chagrin l'envahissent tous en même temps. Il regarda la femme renard abaisser un ongle particulièrement acéré, l'utiliser comme un scalpel et commencer à découper la peau de l'homme à terre. Soudain, ses jambes bougent de nouveau. Il court vers le cottage et secoue l'agent 2 pour le réveiller. L'agent 3 peine à parler, ses pensées troublées par l'horreur qu'il a vue, mais il parvient à formuler une phrase claire. « Nous devons partir, maintenant. » Avant que l'agent 2 ne puisse demander ce qui se passe, l'agent 1 entre dans la pièce comme si de rien n'était. À la surprise de l'agent 3, l'homme n'a pas de trou à la place de son foie. C'est impossible. Mais attendez, ses yeux. Ils luisent d'une lueur jaune. Ce n'est pas un agent de la Fondation SCP. Quelque chose ne va vraiment pas. L'agent 3 n'a pas le temps d'expliquer la situation à l'autre agent. Il n'a pas le temps de réfléchir. Il ne fait que dégainer son arme et tirer sur l'imposteur. Comme tout le monde dans cette situation folle, l'agent 2 sort son arme, la braque sur 3 et lui ordonne de la ranger. 3 essaie d'expliquer, de le convaincre que l'homme sur qui il vient de tirer n'est pas leur ami, mais le renard déguisé. Il refuse d'écouter et jure d'abattre l'agent 3 comme un chien pour avoir tué leur camarade. À ce moment, le renard saisit sa chance. Elle saisit l'agent 2 par derrière, fait tomber son arme, provoquant un tir accidentel. L'agent 3 crie de douleur, la balle traversant sa chair. Heureusement, ce n'est que le haut de son épaule. Ce n'est pas une blessure mortelle, mais ça fait quand même un mal de chien. Il s'effondre au sol sous la douleur, hurlant, tandis que le renard rit de sa misère. C'est un son vraiment démoniaque. Un rire aigu et bruyant, comme il n'en avait jamais entendu auparavant. Le bruit est insupportable. Il doit s'en éloigner, s'éloigner d'elle. Mettre quelque chose entre lui et ce monstre. Il se traîne au salon, ferme la porte coulissante en papier de riz. Ça ne le protégera pas, mais au moins il ne la verra pas. Malheureusement, une autre horreur l'attend là-bas. Sur la table à manger, étendu comme un cochon rôti prêt à être découpé, repose un autre agent, un homme qu'il a vu avec les autres à la base de la montagne la veille. Mais maintenant, ses yeux sont grands ouverts et vitreux, sa peau pâle et sans vie. Il aperçoit les bols vides, et soudain, la vérité écœurante le submerge. Leur dîner. Cette viande n'était ni porc ni bœuf. C'était de la chair humaine, et ils ne l'ont pas mangée avec du riz, mais avec des asticots qui rampaient sur la viande, glissants et blancs. Son estomac se vide malgré lui, et alors qu'il vomit sur le sol, il voit quelques asticots encore vivants dans le vomi. Plus le temps d'y penser, plus le temps de s'attarder sur ces horreurs et de les laisser le paralyser. Il lui faut une arme, et vite. Il arrache un morceau de poutre en bois, le brisant pour obtenir un bord déchiqueté. Il l'oriente parfaitement, juste à temps pour que la femme renard déchire la porte en papier de riz. Il enfonce le bord déchiqueté de la poutre en bois dans son ventre et prend la fuite. Il quitte le cottage et pénètre dans la forêt, trébuchant sur le sol accidenté et souffrant de sa blessure par balle. Soudain, le bruit de l'eau qui coule, une oasis bienvenue dans l'obscurité et la terreur. Il trébuche sur la berge, tentant de traverser la rivière à gué. Mais trop de forces s'opposent à lui. La nuit noire, la peur, la douleur, la confusion due à la perte de sang. Il glisse sur les rochers mouillés, se cogne la tête et est emporté par les rapides. Il dérive sur au moins un demi-mile avant de saisir une branche assez solide pour se hisser hors de l'eau. Alors qu'il se traîne sur la terre ferme, haletant et suffocant, il réalise quelque chose. Il reconnaît l'endroit où il se trouve. La camionnette est à seulement quelques pas. Il a une révélation soudaine. Le feu. Dans les histoires qu'il entendait en grandissant, le feu était toujours la clé pour vaincre une force maléfique. Il n'a pas les clés, mais ce n'est pas important. Il défonce la fenêtre et ouvre l'arrière de la camionnette.
Le voilà, un projecteur de défoliant fourni par la Fondation, mieux connu sous le nom de bon vieux lance-flamme. Ça suffira si cette femme maléfique le retrouve encore. Apparaissant comme invoquée par ses pensées, elle surgit de la lisière des arbres. Elle lui sourit, les yeux brillants de menace. Il lève le lance-flamme et se prépare à déchaîner l'enfer sur le monstre qui a tué ses amis et lui a fait manger leur chair. Quelques jours après, une équipe de récupération de la Fondation retrouve l'agent 3. Ils le trouvent avec la femme renard, qu'ils capturent et détiennent. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, pâle, en sueur, son corps luttant contre une grave infection. Il est vite conduit à l'hôpital pour se rétablir. Pendant ce temps, la Fondation parvient à étudier la femme renard, qui est désignée SCP-953, l'humanoïde polymorphe. À propos de SCP-953, quelques éléments sont certains. C'est une renarde rousse, pesant environ 8 kg, avec une colonne vertébrale se séparant vers la 26e vertèbre en 9 queues. Elle possède des propriétés polymorphes et est capable de prendre diverses autres formes. Le plus souvent, elle prend la forme d'une belle femme coréenne. Cependant, lorsqu'elle prend une forme humaine, elle conserve toujours au moins une caractéristique de renard, comme des oreilles, des pattes, une queue, des yeux ou des manières. Si elle le peut, elle essaiera de dissimuler ces éléments par divers moyens de déguisement, comme des vêtements, des chapeaux ou des coiffures. En plus de ses capacités polymorphes, SCP-953 possède d'autres pouvoirs surnaturels. Elle a le pouvoir de suggestion et de télépathie. Elle peut convaincre les autres de fausseté, dissimulant sa nature et celle des choses qui l'entourent. Pendant que la Fondation l'apprend, l'agent 3 se remet de ses blessures. Lorsqu'il sort de l'hôpital, il s'assoit pour un entretien avec un directeur adjoint de la Fondation. Il dévoile les plans de la Fondation pour éliminer la femme renard, en raison de sa nature malveillante et de l'étendue inconnue de sa puissance. L'agent 3 s'oppose vivement à ce choix, les suppliant de l'abandonner. Il leur conseille de la contenir, mais de faire preuve de prudence quant à la manière de procéder. Il leur dit que les méthodes ordinaires seront inefficaces. Il supplie la Fondation de considérer la nature de la créature. Elle est rancunière et se souvient de chaque offense. Sa seule façon de répondre à une insulte, c'est la mort. L'enchaîner au mur comme un animal quand elle s'échappera et elle finira par s'échapper. Elle va tuer tous ceux ayant eu le moindre rapport avec ça. Elle n'acceptera rien de moins. Il donne des suggestions sur ce que la Fondation peut faire pour contenir la créature, mais surtout, il insiste pour qu'elle soit gardée en vie. À ce stade, l'intervieweur fait remarquer que l'agent a rendu visite à SCP-953 dans sa cellule de confinement. Il questionne les motivations de l'agent, suggérant un possible syndrome de Stockholm. L'agent refuse d'envisager cette possibilité. En retour, l'intervieweur le fait emmener au site 51 pour une analyse psychologique. Les procédures de confinement restent inchangées. L'intervieweur ajoute cette note à la transcription. Soit dit en passant, je suis consterné par la superstition de l'agent durant cet entretien. Je recommande d'ignorer ses suggestions sur le confinement au profit d'une approche plus scientifique. Nous ne sommes pas de vieilles poissardes coréennes. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux que des chiens et des aiguilles. Peu de temps après l'entretien, SCP-953 échappe à la garde de la Fondation, tuant plusieurs membres du personnel de la Fondation au passage. Ils ont réussi à la reprendre, mais elle s'est échappée encore et encore. Après sa 6e évasion, la Fondation est incapable de la retrouver. Elle reste invisible pendant des années, se faufilant discrètement, tandis que la Fondation attend le bain de sang inévitable qui surviendra lorsqu'elle sera suffisamment ennuyée. Les années passent et la YIFCON annuelle revient. Cela intéresse peu la Fondation. Pourquoi surveillerait-il les activités d'une petite convention Fury? Eh bien, il devrait peut-être, car il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour qu'une femme renard passe inaperçue. En réalité, avec juste ses oreilles et sa queue qui dépassent de sa forme humaine, elle paraît presque sous-habillée comparée aux autres participants. Certains participants à la convention admirent la femme aux oreilles et à la queue de renard brun-roux, mais la plupart l'ignorent. Malheureusement pour les participants, elle prévoit bien pire que simplement soutenir les petites entreprises en achetant de l'art ou un traversin. Elle distribue des cartes avec le numéro de sa chambre à divers inconnus, les invitant à une fête nocturne dans sa chambre. Avec son visage amical et son sourire magnifique, comment pourrait-il refuser? C'est un événement convivial, rien de mal n'arrive jamais à YIFCON. Lorsqu'une douzaine de passionnés d'animaux anthropomorphes arrivent dans la chambre de SCP-953, ils trouvent quelques bouteilles de vin et une ambiance malaisante.
Pourtant, ils sont heureux de socialiser et ravis d'avoir été invités à une soirée après la fermeture. Ils ne remarquent pas qu'elle fait glisser le verrou derrière eux, plaçant son corps entre eux et leur seule sortie. 1 heure plus tard, un autre client de l'hôtel appelle la police pour les alerter des cris horribles provenant du bout du couloir. Mais lorsque la police arrive, elle n'entend rien. L'endroit est d'un calme inquiétant. Alors qu'ils s'approchent de la chambre en question, ils entendent les bruits d'une fête plutôt calme à l'intérieur et une belle femme ouvre la porte, leur assurant que tout va bien. Les agents repartent sans hésiter, tandis que les victimes crient dans la chambre sans que les policiers n'entendent quoi que ce soit. Ils ignorent qu'ils sont sous son emprise. Le lendemain matin, une femme de ménage frappe à la porte de la chambre maudite. N'obtenant pas de réponse et sans panneau « Ne pas déranger », elle entre. Dès qu'elle ouvre la porte, elle le regrette. Là, tellement absorbée par sa jubilation sanguinaire qu'elle ne remarque même pas l'intrusion, se trouve SCP-953 entouré de dizaines de cadavres. La femme de ménage appelle le 911, mais après avoir balbutié quelques mots sur la situation, une main griffue attrape ses cheveux et la tire à l'intérieur. La femme de ménage ne sera jamais revue. En tout cas, pas vivante. Heureusement, c'était assez d'informations pour alerter la Fondation de la situation en cours. Malheureusement, au moment où ils arrivent sur les lieux, plus de 2 douzaines de cadavres jonchent le sol de l'hôtel. L'un est fourré dans un matelas, un autre pend sur une tringle à rideau de douche, un est roulé dans un tapis et un autre est étalé sur une table de banquet. Tous les survivants sont placés sous la garde de la Fondation et reçoivent des amnésiques de classe A pour effacer leurs souvenirs. La convention se termine plus tôt, sous le prétexte d'une fuite de gaz dangereuse. Pendant le chaos, la Fondation a réussi à placer SCP-953 sous sa garde. Cette fois, ils reconnaissent la nécessité de modifier les procédures de confinement qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Ils ne peuvent pas la laisser fuir encore. Aujourd'hui, SCP-953 est gardée dans une cellule de confinement de type 4 au site d'X7. Elle reçoit les nécessités suivantes: du foie frais chaque jour, de l'eau potable propre en abondance, un futon et de la literie propre qui est lavée chaque semaine. Lorsqu'elle se comporte particulièrement bien et qu'elle a été particulièrement peu violente, il lui arrive de recevoir un petit luxe, comme un livre, un dessert ou une bouteille de vin de prune. Tout contact humain direct avec SCP-953 a été strictement interdit en raison de ses capacités psychiques. La livraison de sa nourriture ou d'autres objets doit être faite par un assistant robotique automatisé. En plus de son confinement physique, des mesures psychologiques d'origine folklorique ont été employées. L'entrée de sa chambre de confinement est bordée de chenils ouverts contenant des chiens Jindo coréens ou des foxhounds américains. Elle n'approchera aucun canidé en raison d'une aversion apparente, surtout lorsqu'un chien aboie. SCP-953 est considérée comme extrêmement hostile, dangereuse et armée en permanence, compte tenu de la nature de ses griffes acérées comme des rasoirs et de ses nombreuses capacités mortelles. J'ai trouvé cet addendum joint à son dossier officiel concernant les procédures de contrôle fondées sur le folklore en ce qui concerne SCP-953. Pour rappel, le personnel affecté à SCP-953 doit suivre toutes les instructions concernant l'interaction avec le sujet, aussi étrange ou arbitraire qu'elle puisse paraître. Gardez à l'esprit que les peuples d'Asie ont côtoyé ces êtres durant des siècles avant notre arrivée. Pour eux, les contes de fées étaient leur version des procédures spéciales de confinement. Personnellement, j'espère ne jamais croiser la route du SCP-953 quelles que soient les circonstances. Pourtant, en disant cela, une pensée troublante me traverse l'esprit. Il est tout à fait possible que je l'ai déjà rencontrée à un moment donné, sans même le savoir. Après tout, elle peut changer de forme de 1000 façons et maîtrise la ruse et la tromperie. Il est possible que je l'ai déjà croisée. Je suppose que je ne le saurai jamais avec certitude. Je sais seulement que j'ai encore mon foie. Pour l'instant. Et pour cela, je suis très reconnaissant. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-4966, Tubioka, dévoreur d'âmes, consommateur de secrets, seigneur des fringales.